Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, salut les trailers, salut les trailers, salut celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le 130e, rendez-vous compte, 130 numéros du LTP. Et on arrive quasiment à 3 saisons de bouclés. Rien qu'en disant, ça me file le vertige. Donc merci, j'en profite pour vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour vos retours, pour faire en sorte que ce projet existe depuis si longtemps. Et avant de passer à la présentation de mes invités du jour, parce que oui, ils sont plusieurs, je voulais faire un petit coucou à tous les Patreons qui me soutiennent. Nous approchons la barre des 60 soutiens participatifs et je suis très heureux de la tournure que prend cette belle communauté bienveillante et dans laquelle nous échangeons régulièrement et c'est un vrai bonheur de tous vous avoir à mes côtés, donc merci. Et si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à Bénédicte Hobsommer et Pascal Jovet, qui sont les créateurs et fondateurs de la méthode Running Yogi. Et nous avons été accompagnés, et je le remercie également, par Olivier Jean, qui est représentant de cette méthode dans le Sud-Est, et il a fait partie de la première promotion à être formé à la méthode Running Yogi. Nous allons parler de tous les bienfaits de cette méthode dans le cadre de la pratique du trail running, et nous allons rentrer dans le détail de la respiration, de la posture, de l'énergie, et de tout un tas d'autres sujets, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Bénédicte, Pascal et Olivier. Salut Bénédicte, salut Pascal et salut Olivier, comment allez-vous ? Très bien. Salut, super. Eh ben salut à tous, ouais ça va bien, merci. Alors petite particularité aujourd'hui, c'est très rare puisque je l'ai jamais fait, mais déjà, alors j'avais déjà fait un épisode à 4 personnes, mais là en plus on a Olivier qui est avec moi en direct de chez moi, donc il est passé me rejoindre pour enregistrer l'épisode, donc c'est cool et ça change de d'habitude. Pour faire très simple, est-ce que Bénédicte, tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, on demande généralement ça à nos élèves, donc on va pitcher en 2 minutes, allez, moins de 2 minutes. Je suis Bénédicte Hobsommer, mais c'est vrai qu'on me connaît sous Bénédicte Running Yogi, maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai la grande joie d'avoir 54 ans, d'avoir quasiment toujours vécu à l'étranger et d'être avant tout, je pense, une yogi, prof de yoga, enseignante de yoga, passionnée de yoga. Et il se trouve que je courais pour le plaisir et que j'ai rencontré Pascal et du coup j'ai accroché des dossards et ça m'a amusé et j'ai aussi découvert le trail grâce à lui. Ça m'a encore plus amusé. Donc maintenant c'est plutôt le yoga, le trail et le vélo parce que en vieillissant j'aime bien le vélo, voilà. Et voilà, en 2 mots. Très bien, parfait. Allez Pascal, je te laisse faire l'exercice. Allez, c'est parti pour moi. Bonjour à tous, je suis donc Pascal, l'acolyte de Bénédicte. On bosse ensemble sur ce projet de yoga pour la course à pied. Moi, j'ai un background plus sportif. Moi, j'aime bien accrocher les dossards. J'ai commencé à courir en 96. À l'époque, la distance reine, c'était le marathon. Et j'ai eu la chance, par chez moi, donc du côté de Perpignan, de tomber très rapidement dans le trail avec la fameuse mythique course du Canigou. 17 km de montée avec 2200 de D+, et 17 km de descente avec 2202 D- pour rentrer à la maison. Voilà, donc j'ai découvert ça dès que j'ai commencé à mettre des baskets et j'ai kiffé, mais quelque chose de fantastique. Et après, j'ai eu la chance, donc, quand je vivais à Paris, de m'inscrire dans un club de triathlon où on m'a proposé des séquences de yoga, tai chi, qigong, bref, de pratiques énergétiques en complément de notre entraînement. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette approche, on va dire, un peu plus douce et à travailler beaucoup plus en souplesse dans mes efforts. Et ensuite, j'ai continué, j'ai évolué, j'ai un background d'ingénieur, je me suis reconverti, j'ai fait une école donc de yoga, c'est là que j'ai rencontré Bénédicte. Et puis ensuite, la magie a opéré, on a beaucoup échangé ensemble sur comment le yoga pouvait nous aider dans la course à pied. On l'a longtemps fait pour nous. Et puis ensuite, en 2015, ma foi, tout a commencé, mais on va peut-être y revenir dans un moment, non ? Tout à fait. Super Pascal, c'est parfait. Olivier, donc je te resalie
pareil pour toi. Est-ce que tu peux te représenter? Tu étais déjà passé dans un épisode avec Thomas. Ouais, il y a quelques mois, ouais. Allez, je te laisse te représenter une nouvelle fois. Ok, donc Olivier, j'ai 52 ans, donc je suis coach sportif sur Aix-en-Provence, au sein d'une structure qui s'appelle Expert Sport Coaching. Je suis passionné de course à pied, passionné de trail, de course sur route, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bénédicte et Pascal en 2018, de suivre une formation de yoga avec eux et de devenir ambassadeur en Provence pour running yoga. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui avec eux à nouveau réunis. Super. Donc merci une nouvelle fois de partager un petit peu votre expérience avec moi, avec nous, avec les auditeurs. Je tiens à saluer tout particulièrement Aurélie Toquet une nouvelle fois. Décidément, je la salue régulièrement sur le podcast, et Guillaume Giraudot, qui font partie, me semble-t-il, de la toute dernière promo pour vous, Pascal et Bénédicte. Oui, ils nous ont rejoint. C'est la team de Lyon. C'est eux qui ont fait leur rentrée, les premiers dans ce grand groupe 2022. Et c'est chouette de saluer effectivement les nouveaux. Et moi, je fais un clin d'œil à Oji qui est à tes côtés, parce que Oji fait partie de cette promo 2018 à laquelle on est très attaché, parce qu'ils nous ont fait confiance a priori. Ils se sont lancés dans le bateau. Ils ont cru en nous, et c'est grâce à eux que ça a commencé, parce que Pascal et moi, on s'est retrouvés en train de devenir formateurs et enseignants pour qu'eux-mêmes deviennent des enseignants de running yoga, ce yoga spécifiquement adapté pour le runner et le trailer. Mais c'était pas gagné d'avance. Donc, et de voir Oji aujourd'hui et de faire ce podcast, ça m'émeut. Voilà. Parce que là, alors Oji, on précise, oui. Oji, on précise, c'est Olivier Jean, c'est le surnom d'Olivier qui est à côté de moi. Donc tu peux compléter. Parce que Running Yogi, je pense, c'est bien de le dire tout de suite, c'est une véritable aventure humaine. Avant tout, c'est grâce à cette rencontre, Pascal et moi, qui est une grande amitié et maintenant une société, une association. Et c'est grâce à vous, et on en parlera peut-être plus tard, effectivement, chaque team, chaque année apporte de l'eau à son moulin, et cette formation, elle s'améliore, elle évolue, elle est effectivement de plus en plus à destination des trailers. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, t'en as parlé légèrement juste avant, mais ton background sportif, les principaux moments de ta vie qui t'ont amené à devenir trailer, et puis aussi de ta rencontre avec le trail? Alors, le background sportif, comme beaucoup de Français, j'ai un bel historique de footballeur. Donc j'ai joué au foot jusqu'à mes 18 ans à peu près. Je me suis amusé aussi avec le volley. Et puis ensuite, quand j'ai intégré mon école d'ingénieur, j'ai découvert la course à pied. Je m'étais lancé dans le football américain. Ça aussi, c'est un truc qui me faisait kiffer depuis pas mal de temps. J'adore le football américain. Tu m'étonnes. Moi, c'est pareil. Étant ado, j'étais fan là devant Canal+ de regarder tous les matchs. Et sauf qu'à Perpignan à l'époque, football américain, bon. Donc quand je suis arrivé à Lyon pour mon école d'ingénieur, et bien là-bas, il y avait une équipe de foot américain. Donc je me suis inscrit à l'équipe de foot, sauf que on faisait essentiellement de la technique aux entraînements. Et du coup, moi, je trouvais que je manquais un petit peu de foncier. Et dans mon école d'ingé, en fait, pour le cours de sport, on va dire, on nous proposait différentes disciplines au choix. Et il y avait endurance qui était proposée. Et donc, je me suis inscrit à endurance. Alors, ça fait toujours rigoler quand je fais ce petit bac, cette réflexion-là, parce que en fait, l'objectif du semestre, c'est de courir 45 minutes sans s'arrêter. Et moi, j'étais là, je dis, mais 45 minutes, mais je vais mourir d'ennui, 45 minutes sans courir derrière un ballon. Sans ballon derrière, en plus sans courir après un ballon. Sans ballon, sans balle, sans rien, juste courir comme ça, en rond, à faire le hamster, tu sais, je dis, c'est pas possible, quoi. Et puis, un an après, enfin même pas la même année, j'ai des copains qui m'ont inscrit en loose day sur un semi-marathon. Ils m'ont genre prévenu 15 jours avant. Ils disent, au fait, dans 15 jours, on fait le semi à Perpignan. Je dis, bon, ok. Donc, je me suis retrouvé à faire mon premier semi. Et puis, quelques mois après, du coup, dans la continuité, on s'est inscrit sur le marathon à Lyon. Et voilà, donc à l'époque, effectivement, c'était vraiment le marathon et la route, la discipline reine. Mais effectivement, du côté de Perpignan, on a cette fameuse montagne là qui s'appelle le Canigou, qui excite beaucoup de monde par ici. Et il y a une course vraiment qui dure depuis très très longtemps et qui est historique, qui s'appelle donc le championnat du Canigou, qui a lieu le premier dimanche d'août. Et donc, je voulais me confronter à cette course-là, et puis ça a été le kiff, mais direct, quoi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait cette course, tu pars du village, donc c'est 7h du matin, tu sais que tu vas te taper 2
2200 de D+, sur à peu près 15 ou 16 bornes, donc ça fait plus de 10% de moyenne. Hein. Donc voilà, c'est plutôt trapu. Et en fait, j'ai commencé à courir, à me retrouver dans la forêt, dans la montagne, et le paysage changeait en permanence. La foulée était jamais la même. Et la première fois que j'ai regardé ma montre, ça faisait déjà 1h45 que j'étais parti. Et je m'étais dit, mais c'est fou, j'ai couru depuis le même temps que un semi, puisqu'à mon époque, je tournais à 1h45 au semi, et c'est la première fois que je regarde ma montre. Alors quand je cours sur route, je regarde ma montre tous les 10-15 minutes, quoi. Et je dis, oh, à peine il s'est passé que ça, voilà. Et voilà, et donc du coup, ça a été l'amour total et direct pour le trail dès que j'ai découvert cette course. Voilà, après ça a évolué, je me suis inscrit sur d'autres trails, mais voilà comment je suis tombé dans le trail, et c'était 96, 97, quelque chose comme ça. Ah ouais, les débuts du trail, comme on l'entend aujourd'hui, hein. Clairement, on est même un peu avant d'ailleurs. Avec un short de foot, les t-shirts techniques en nylon coûtaient une blinde. Moi, j'étais étudiant, j'avais pas un rond, donc j'avais récupéré mon maillot de foot américain, qui était donc en nylon. Ah ouais. J'ai fait ma course avec mon maillot de foot américain. Les maillots de foot américains, c'est pas les plus légers en plus. Hein. C'est pas les plus légers, mais il avait l'avantage d'être en nylon, parce que le truc en coton, tu sais, dimanche d'août à Perpignan, il fait rapidement bon, quoi. Et Pascal, donc, tu as gardé des photos de cette époque ? Je dois en avoir qui traînent quelque part, ouais. Bon, il faudra que tu les diffuses un peu. Mais c'est un podcast que radio, on est bien d'accord, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Donc, ça va. Et au pied, j'avais des Adidas, c'était Adidas qu'on appelait le multisport avant, tu sais, qui servait à faire tout, le hand, le volley, voilà. Enfin bon, c'était vraiment, et puis au niveau des ravitaux, au niveau de la nutrition, on avait que dalle, quoi. Enfin, c'était, tu buvais dans la rivière, tu mangeais les raisins secs qu'on te donnait quand il y avait un ravito, enfin, c'était, c'était vraiment le tout début, ouais. Bénédicte, de ton côté, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton historique sportif ? Oh oui, alors ce sera plus rapide parce que moi je suis une sportive du dimanche, on va dire, mais j'ai commencé très tôt en Afrique, donc j'ai grandi en Afrique, j'ai beaucoup nagé, j'ai beaucoup fait de vélo. Au lycée français de Madrid, j'ai eu la chance de toucher un peu à tout, notamment à l'escrime que j'ai adoré. Puis quand j'ai vécu au Brésil, en Inde, dès que j'ai pu toucher à des choses un peu la capoeira, je suis très très curieuse. Par contre, comme je disais tout à l'heure, moi le dossard, gagner, tout ça, je l'ai rencontré avec Pascal. J'ai toujours couru pour le plaisir. C'était mon premier semi-marathon, je l'ai couru à New Delhi, comme ça. Pour le plaisir. Ma vraie grande course, ma grosse course, c'est d'ailleurs Pascal a beaucoup plus cru en moi que moi. C'est lui qui m'a fait mon entraînement. Il m'a dit mais si tu vas y arriver, vas-y pour 4 heures, ok. 40 ans, 4 heures, mon premier marathon, sans sans rien. Mon marathon de rêve, pour moi, ça a été une posture de yoga en mouvement, ce marathon. Ce que je n'ai jamais plus vécu après, d'ailleurs, parce qu'après, j'avais une pression. Je voulais le faire 3,45. Voilà, les marathons suivants ont été, voilà, on a des souvenirs mémorables avec Pascal. Donc, mon premier marathon, je le bénis, il était chouette. Voilà, j'ai pas un grand. Après, comme Pascal, une fois que j'ai découvert le trail, mon premier c'était la Biroussane, hein, c'est ça? Tu m'as emmené, voilà, j'avais à l'époque des petites tresses, je me suis éclatée parce que... La Biroussane, c'est où ? C'est dans quel coin ? Dans l'Ariège. Dans l'Ariège. D'accord. Et puis quand j'ai appris, parce qu'alors moi les montres, les kilomètres, le temps, autant heureusement que Pascal est là pour cette formation. Bon, j'ai appris un petit peu depuis, mais moi j'ai une montre classique, je connais le Strava, tout ça, c'est pas voilà, je suis un peu old school, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais je me suis régalée quand il m'a dit, tu sais, t'as couru 19 kilomètres là. Ah bon? Tu vois, j'ai pas cette, je suis dans mes ressentis, je suis dans ma course, je suis pas dans ce monde vraiment de compète. Donc, on est très complémentaires pour ça. Voilà. D'accord. Je me tourne vers Olivier du coup. La première fois que tu as entendu parler de yoga, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux situer un peu c'était un petit, ça devait être en 2015. Voilà, donc après j'ai pas eu finalement avant de rencontrer Bénédicte et Pascal, moi j'ai pas eu de réelle expérience de yoga. J'en avais entendu parler, j'avais essayé des petites choses à droite à gauche,
mais pas vraiment de réelle expérience. C'est vraiment avec la formation. Par contre, je m'étais renseigné, hein, mais c'est vraiment avec cette formation que j'ai découvert cet univers, que ça a validé l'approche, hein. En tout cas, bon, on en reparlera plus tard. Mais c'est donc c'est comme ça. C'est Pascal et Bénédicte, hein, qui m'ont réellement fait découvrir tout ça. Pascal, de ton côté, la découverte du yoga, c'était quand? Eh ben, j'ai fait comme Monsieur Jourdain, là. J'ai fait du yoga sans le savoir, tu sais. Donc, c'était quand j'étais au Stade Français à Paris en 99-2000 que une fois par semaine, on avait un entraînement que l'entraîneur appelait entre guillemets la posture. Voilà. Et c'est avec le recul après que je me suis rendu compte que c'était un mix de tai chi, de qigong, de yoga, où on faisait beaucoup d'exercices. On avait des étirements, on avait aussi du travail de renfort, de travail de récupération, d'assouplissement. Et en fait, il nous apprenait vraiment à travailler non pas en force mais en souplesse, d'être ferme mais relâché. Et du coup, grâce à ça, mes progrès, si tu veux, sur le vélo ou en natation ont été vraiment fulgurants, quoi. J'avais jamais rien fait de triathlon avant, et à un an et demi d'entraînement, je me suis retrouvé à Nice, donc à faire le longue distance en juin 2000, quoi, qui en plus se trouve être l'année des championnats du monde, donc un plateau super relevé, et à le terminer sans trop me poser de questions, quoi, par les allées de course du débutant voilà, tout le monde connaît ça. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, et ensuite, j'ai continué d'en faire moi dans ma pratique perso. Et c'est quand je me suis donc reconverti de mon métier d'ingénieur vers d'autres métiers plus orientés vers la santé et vers l'être humain. Donc j'ai fait une formation en médecine chinoise, en nutrition, et que ma prof de yoga chez qui je prenais les cours m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas aussi à l'école de yoga? Donc je me suis inscrit à l'école de yoga, donc c'est là où j'ai rencontré Bénédicte, c'était en 2006, et c'est des écoles de yoga qui se font sur 4 ans. Donc c'est comme ça ensuite que je suis vraiment passé de l'autre côté du yoga à devenir enseignant, et du coup ensuite les choses ont bien évolué. Mais donc mes premières pratiques de yoga datent de 99-2000. Bénédicte, de ton côté, bon, j'imagine vivant à l'étranger et beaucoup en Inde aussi, je pense que le yoga faisait partie de ta vie de manière plus naturelle, on va dire. Oui, mais pas si tôt que ça. Tu vois, j'ai eu la grande chance de vivre 8 ans au Brésil, et donc j'ai découvert le yoga au Brésil, figure-toi, et pas en Inde. Parce que j'ai été maman au Brésil la première fois, d'une Oriane qui a maintenant 25 ans, et j'ai découvert le yoga quand j'étais enceinte d'Oriane. J'avais une douleur de sciatique, une copine enceinte comme moi qui m'a dit mais viens, je vais à un cours super, ça s'appelle le yoga. D'accord, donc c'était il y a 25 ans, 26 ans. Et tu vas voir en 2-3 séances, effectivement, au bout de 2-3 séances, j'avais plus de sciatique. J'étais tellement énorme que bon, voilà, ça me faisait mal. Et avec ces postures de yoga que vous connaissez maintenant, Apanasana, ou juste se mettre sur le dos et vers le Happy Baby. Et c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, grâce à cet état, devenir maman, et ça m'a facilité mon accouchement. Et je suis tombée dedans, du coup, je ne l'ai jamais quitté. Je pratique le yoga depuis tout le temps, depuis toujours. Et alors, je vais te poser la question fatidique. À quel moment, je m'adresse à toi, Bénédicte, vous décidez de faire le lien entre yoga et course à pied ou trail? Alors Pascal, tu confirmeras ou pas, mais c'est au moment, je pense que la graine, elle est semée au moment où on se rencontre à l'école de yoga, parce que figure-toi qu'on est les seuls zinzins, après la formation de yoga, à aller courir. Déjà, bon, on se côtoyait pas plus que ça. Ah tiens, on va courir ensemble alors. Déjà, il y a ça. Je te coupe, Bénédicte, mais il y a un fossé entre les pratiquants de yoga et les pratiquants de course à pied à ce moment-là, vous constatez ça? À l'époque, oui, énorme. Mais depuis 2-3 ans, on le sent beaucoup moins. Mais à l'époque, oui, c'est incroyable. Le cliché du prof de yoga et le cliché du runner trailer, c'est d'ailleurs quand on est arrivé sur le marché avec nos propositions de yoga et de course à pied, on nous a dit mais vous êtes fous, c'est antinomique. Et finalement, on se rend compte que non. Voilà. Ça c'est le trail qui a fait la liaison entre les deux, peut-être. Peut-être parce que c'est plus effectivement une course méditative, une course en lien avec la nature, très certainement, ouais. Pascal, de ton côté, toi, tu te rappelles un petit peu cette période-là où vous avez fait la jonction entre vos deux pratiques? En fait, je vais te dire que pour moi, la jonction, je l'avais même faite un petit peu plus tôt, puisque j'ai commencé à courir en 96 et j'ai découvert toutes ces approches-là énergiques en 99. Donc, j'étais encore très jeune dans ma pratique de sport d'endurance. Et du coup, j'ai vraiment
travailler ces exercices donc de yoga à côté donc de mes entraînements de course à pied. Et je fais souvent cette analogie avec les deux fibres de l'ADN, tu vois, qui sont vraiment imbriquées l'un dans l'autre et qui sont très très complémentaires. Donc comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment rendu compte qu'en pratiquant de cette manière-là, mes progrès étaient vraiment fulgurants. Je récupérais plus vite, j'avais des performances qui étaient on va dire, inattendues par rapport à ma VMA et par rapport à mon entraînement. Donc voilà, ce lien, moi, je l'ai fait assez rapidement. Mais c'est vrai qu'ensuite, avec Bénédicte, quand on se rencontre à l'école donc, de yoga en 2006, et donc oui, en 2006, déjà des profs de yoga aujourd'hui, beaucoup de gens font des formations en yoga. En 2006, on n'était pas nombreux. Les écoles, c'est des écoles qui se font donc sur 4 ans. Hein. C'est 1500 à 1600 euros l'année, multiplié par 4. C'est un volume de 600 heures donc à faire sur 4 ans, mémoire. Donc c'est un vrai engagement, quoi. Donc les gens qui s'engageaient dans la formation de prof de yoga à l'époque avaient vraiment la volonté de faire donc du yoga. Et les coureurs, on n'était pas trop, effectivement, il n'y avait pas trop de coureurs qui venaient dans cette direction-là. Donc c'est vrai qu'après avec Bénédicte, on a pu justement parler de nos ressentis quand on courait et en quoi telle ou telle posture nous faisait du bien dans notre foulée, dans nos épaules, dans la récupération, dans la respiration. Et on a comparé justement nos ressentis. Alors c'est ça qui est génial avec le monde du yoga, c'est que tu vas devenir de plus en plus fin dans tes ressentis intérieurs, mais du coup, ton monde intérieur à toi, c'est difficile de le partager avec quelqu'un. Et là, avec Bénédicte, qui avait cette approche-là aussi yoga et qui est à l'écoute de son monde intérieur, ben, on pouvait échanger. Tiens, quand tu cours, tu respires plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt dans comment est-ce que tu respires quand tu accélères, dans les descentes, dans les montées, tes sensations, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on a pu commencer à échanger et à enrichir chacun notre pratique, en fait. D'accord, en fait, c'était venu un peu, ça vous est venu un peu naturellement de lier les deux pratiques. Toi, Olivier, de ton côté, alors là, on va rentrer dans le dur, entre guillemets. Hein. La création de la première session 2018, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a fait un grand bond dans le temps quand même. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton expérience, ton recul sur cette première session de formation? Oh oui, vas-y, raconte. Ah non, bah c'était déjà les conditions qui ont fait que tu as connu Bénédicte et Pascal dans un premier temps. Alors en fait, c'est au travers de mon épouse. Moi, j'étais dans une démarche. Sophie, bien sûr. Bonjour Sophie. Salut Sophie. Qui est prof de yoga aussi maintenant d'ailleurs. Qui a fait 4 ans aussi. Qui a fait 4 ans d'études et qui est devenue prof de yoga par la suite. Salut Sophie. Mais donc moi à l'époque j'étais essentiellement dans une approche d'amélioration de la performance, c'est-à-dire que je cherchais un petit peu tous les moyens qui me permettrait d'améliorer mes performances en course. Donc j'étudiais tout ce qui était physiologie, entraînement, technique d'entraînement, etc. Et puis j'avais aussi remarqué que certains athlètes de haut niveau pratiquaient du yoga. Donc je me suis dit ok, les mecs ils font ça, eux aussi sont dans cette dynamique encore plus que moi. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit être intéressant, il y a quelque chose à creuser. Et donc je me suis renseigné et à l'époque j'avais il y avait des formations du yoga qui existaient à droite à gauche, mais il y avait rien qui m'attirait réellement. Est-ce qu'il y avait une formation de yoga qui faisait le lien avec la course à pied? Non, c'était vraiment yoga. Alors, à part en tout entière, cas, dans mes recherches à moi, j'avais pas trouvé. Et puis Sophie est allée à un salon. Je crois que c'était Porte de Vincennes. Bon, enfin, peu Salon importe. du bien-être. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Peut-être que vous vous souvenez, vous. Le yoga festival, peut-être. Peut-être yoga festival, peut-être, oui. Et elle est revenue en me disant, écoute. Ça y est, j'ai trouvé pour toi. J'ai rencontré 2 personnes hyper sympas, super compétentes et qui m'ont expliqué ce qu'elles proposaient. Mais c'est exactement ce que tu cherches, c'est-à-dire le lien justement entre le yoga et la course à pied et le trail. Il faut absolument que tu les rencontres. Et ben voilà, elle avait récupéré une petite carte, donc j'ai appelé. Pascal et Bénédicte à l'époque faisaient des petites séances d'essai le samedi matin ou le week-end sur Paris. Je me suis présenté, j'ai fait une séance. C'était top. Hein, c'était un atelier. Hein, c'était une belle séance. Hein, je pense que ça durait au moins 2 heures. J'ai trouvé ça topissime. Et derrière, je me suis inscrit direct à la formation. Donc je dois le dire, dans un premier temps, c'était assez égoïste. Hein, c'était une formation surtout pour moi, pour acquérir les connaissances, pour que ça me serve directement à améliorer mes performances.
Et Pas dans le cadre du coaching, t'étais pas dans cette alors optique-là. pas au départ, mais ensuite effectivement, je me suis dit que ça pouvait avoir un intérêt et bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais effectivement, ça a un grand intérêt. Ouais. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez construit votre programme pour cette première session de formation, sur quelle base vous êtes appuyé, théorique, technique, etc. Alors oui, effectivement, depuis la conversation tout à l'heure, on a fait un grand bond en avant entre le moment où on l'a découvert avec Bénédicte et on a commencé à le pratiquer pour nous, parce qu'avant tout, c'est comme ça, on l'a pratiqué pour nous. Et cette formation, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu le cœur de notre activité, en tout cas Bénédicte et moi, hein, de transmettre cette méthode à d'autres personnes pour qu'à leur tour, elles puissent la transmettre. Donc cette formation d'enseignant donc de running yoga. Mais entre-temps, il y a eu un gros travail, on va dire, de design, de recherche et développement. C'est-à-dire qu'en 2015, on était à Perpignan avec Bénédicte et puis il y a des gens qui venaient donc au cours de yoga de Bénédicte et qui savaient qu'on faisait la course à pied tous les deux, qui ont commencé à demander des ateliers de yoga spécifiquement donc pour les coureurs. Et c'est là où on a commencé en fait à réfléchir à cette méthode-là et à faire en fait ce qu'on appelle une sorte de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on est parti du résultat, la foulée de course à pied, et qu'on a construit des séquences de yoga spécifiquement adaptées en fait aux gestes de courir et au schéma corporel du coureur. C'est pas juste des postures de yoga qui sont bénéfiques pour le runner, c'est-à-dire qu'on prend du yoga et on fait des exercices de yoga et c'est pas juste étirer les ischio-jambiers ou mettre les jambes à l'envers, c'est vraiment des séquences de yoga qui sont pensées spécifiquement pour le geste technique de courir et adaptées donc au schéma corporel du coureur qui en général n'est pas une légende de souplesse. Et quand tu vois les photos et les trucs sur les réseaux sociaux, moi déjà quand il y en a certains, quand je vois ça, toutes les cellules de mon corps, mais mon gars n'essaye même pas, c'est la science-fiction pour nous, hein, voilà. Donc c'est vraiment ça, comment justement utiliser tous ces outils du yoga pour améliorer spécifiquement donc la course à pied. Et donc, on a fait des ateliers de test pendant 1 an où on a scindé justement le geste de courir et on a travaillé la ceinture scapulaire et le mouvement donc respiratoire, le placement du bassin, le placement du dos, le rythme de la foulée, l'assouplissement du runner, le renforcement du runner, la respiration, voilà. Et du coup, on a fait différentes thématiques. Et c'est vrai que là, quand OJ est venu, c'était un atelier de découverte, donc on cumulait 2 ou 3 thématiques pour donner aux gens un aperçu un peu vague, un peu vaste de ce qu'on proposait. Mais la méthode, en fait, elle est structurée, elle est progressive, justement, pour pouvoir ensuite intégrer tout ça dans le geste donc de la course à pied et on s'appuie à la fois sur la philosophie du yoga, sur les valeurs du yoga, on s'appuie aussi beaucoup sur la philosophie énergétique donc qui nous arrive de la médecine chinoise avec notamment les polarités yin, les polarités yang, la contraction, le relâchement en fait. Comment vivre ça, non pas de manière séquentielle, je me contracte, je relâche, mais en même temps et réussir à mettre en place en définitive, c'est ça le but premier, le relâchement dans l'effort. Comment courir et mettre en place le plus de relâchement possible pendant que je cours, en fait, pour économiser de l'énergie. Et cette énergie, en fait, que tu économises, tu peux la réutiliser soit pour aller plus vite si tu es dans la perf, soit pour aller plus loin si tu es dans l'endurance, ou juste pour finir moins fatigué ou prendre plus de plaisir quand tu es un coureur loisir ou débutant ou en réathlétisation ou autre. Voilà un petit peu comment on a pensé les choses. Très bien. Bénédicte, est-ce que tu peux nous faire un petit retour de cette première séance de formation là avec OJ, avec Olivier à mes côtés. Votre état d'esprit un petit peu, vous étiez un petit peu dans la découverte, vous étiez sûr de vous, c'était des tests, vous les preniez, alors sans être péjoratif, un peu comme des cobayes ou comment ça s'est passé? Alors, je vais te répondre avec grand plaisir, mais j'ai juste envie d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit Pascal, parce que effectivement, c'était un gros travail de conceptualiser, de mettre des mots sur quelque chose que tu as en toi et que tu souhaites partager, donc de créer une formation. En plus, on s'est créé formateur, quoi. On s'est inventé formateur. Et du coup, c'est vrai que la promo 2018 a été la première promo qui a un petit peu essuyé les plâtres. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ils nous ont eu comme formateurs, ils nous ont testés comme on les a testés. Mais la grande difficulté que j'aimerais ajouter justement dans ce travail avec Pascal, c'est d'adapter un yoga qui est une discipline millénaire à l'état d'esprit du runner d'aujourd'hui. C'est-à-dire, adapter le yoga et ouvrir la porte du yoga à quelqu'un, la population d'aujourd'hui, ok. Mais au runner, au trailer, qui est, comme le disait Pascal, a un schéma corporel qui te dit « Oh, mais moi, je suis pas souple, c'est pas pour moi », c'est encore plus une gageure. Et du coup, tu ne peux pas te permettre
comme je le fais moi avec mes élèves, j'allais dire classiques, de les asseoir, de leur faire chanter le home, d'éventuellement leur faire écouter. Ils partent en courant avec leur basket en se disant mais c'est pas pour moi. Donc oui, le travail, l'intelligence qu'on a eu, et ça, c'est aussi grâce au retour qu'on a eu, c'est de prendre le runner, le trailer, la runneuse et la traileuse comme ils sont, et d'adapter le yoga. Pascal et moi, on le répète tout le temps, c'est qu'on adapte le yoga aux personnes qu'on a en face, et c'est pas l'inverse. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour ta question, oui, avec le recul, je souris parce que je te revois très bien au J. J'ai des photos en plus de cette première séance dans un basement. Hein, ah oui, exact. Vous étiez pas nombreux. Il y avait Johan et sa copine. Hein, je salue Johan. Je crois, c'était ça. Et moi, ça se voit peut-être plus aujourd'hui. J'ai fait des progrès. Je suis une super timide. J'ai pas confiance en moi. Enfin, je me dis, mais comment moi je vais apprendre quelque chose aux athlètes qui nous ont fait confiance aujourd'hui, Nathalie Mauclair, Eric Lavry, Alexandra Louison. Enfin, eh ben si, parce que effectivement, le yoga m'a permis, et maintenant avec cette expérience que j'ai, d'habiter beaucoup mieux mon corps, et du coup, je peux apprendre des choses. J'ai effectivement fait passer des choses à la promo 2018 et j'en fais passer d'autres au promo 2022, même si avec le recul je me dis on était moins bon qu'aujourd'hui, mais on a été bon quand même. Voilà, c'est juste qu'on n'était pas aussi bien structuré. Effectivement, on a mis en place des méthodes. Voilà, c'est le changement le plus gros. Pascal, ton point de vue sur cette première session de formation? Ouais, pour préciser, je suis tout à fait effectivement synchro là avec Bénédicte sur ce qu'elle dit. Par rapport à ta question initiale, on n'avait pas de doute sur le résultat. En fait, c'était sur la manière de le transmettre, le côté pédagogique, où là, oui, on allait un petit peu dans l'inconnu en disant voilà, nous, on pense que cette méthode-là de transmission, vraiment, c'est ce qui fonctionne, parce que jusqu'à présent, ça faisait quelques années qu'on donnait des cours quand j'y est venu, donc à des gens qui venaient juste pour eux. Là, l'objectif, c'était quand même de transmettre à des gens en vue qu'ils transmettent à leur tour. Donc, il n'y a pas juste la partie technique de running yoga à faire passer, il y a aussi de la pédagogie d'enseignement du yoga derrière, quoi. Et c'est là où c'était un petit peu plus, où on a testé beaucoup de choses. Voilà. Par contre, sur la technique running yoga, ça, on n'a pas trop d'inquiétude. Et tout simplement parce que, comme l'a dit Bénédicte, nous aussi, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut transmettre des choses à des gens qui nous sont supérieurs, en fait, en course à pied, supérieurs au sens chrono, entraînement, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qu'on répète et qu'on ne répétera jamais assez, on ne détient pas la vérité, on partage une expérience. Voilà. Quand moi j'explique à Eric Lavry, à Alex Louison, à Nathalie Mauclair ou à Oji ou à d'autres personnes qui vont courir beaucoup plus vite que moi, tu fais partie d'une belle liste là. Non, attends. Merci Pascal. Ça va faire plaisir. Ah mais faire partie de ces 4 noms là. Ouais, quand on explique à ces gens-là effectivement que la gestion de la limite, en définitive, de l'intérieur, c'est ça qui va compter. Peu importe de la limite. Moi, si ma limite, elle est à 15 à l'heure, à Oji, elle est à 17, Eric Lavry, elle est à 19, comment on se confronte à cette limite, peu importe le seuil, on va dire le chiffre ou cette limite. Mais quand je suis à cette limite, eh ben là, on peut parler de ressenti, on peut partager des ressentis qui sont extrêmement subjectifs, en définitive, et expliquer, partager et échanger tout ça. Et c'est là, en fait, où le yoga est un outil qui est vraiment très intéressant. C'est parce que on va ramener les gens dans leur propre vécu, et on va les aider justement à arriver à leurs limites et à gérer ces limites un tout petit peu différemment en utilisant l'outil souffle, respiration, qui est en définitive la clé dans le yoga. La posture, pour nous en tout cas, c'est plus un prétexte pour venir observer le souffle et s'appuyer sur le souffle que vraiment la finalité. Bénédicte, je vais te poser la question parce que ça m'intéresse aussi et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Est-ce que tu peux, alors c'est une question vache, je suis désolé, mais est-ce que tu peux un peu nous décrire les différents types de yoga de manière générale et nous donner la méthode de yoga qui est la plus adaptée et celle que vous utilisez vous dans votre méthode? Ok, alors je vais essayer d'être bref parce que le yoga c'est une immense famille en effet. C'est pour ça que je m'excuse par avance. Non, pas de souci. Et je vais essayer d'être claire pour ceux qui nous écoutent parce que souvent on demande mais qu'est-ce que tu fais comme yoga et les gens répondent en général je fais du hatha yoga. Alors hatha yoga c'est quoi? C'est effectivement il y a plein de branches dans le hatha yoga, mais pour le définir le hatha yoga c'est
travailler avec son corps, son mental et ces deux polarités que sont le A et le Ta, qu'on peut représenter par le soleil, la lune, le yin, le yang, le plus, le moins. Ça veut dire que quand on est en yoga, eh bien on essaie d'unir. D'ailleurs, la racine de yoga, c'est yuga, en sanskrit, ça veut dire union. C'est quand on essaie d'unir dans sa pratique, eh bien, deux polarités opposées. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut choisir de le faire de façon hyper, gymnaste. Par exemple, le Ashtanga Yoga. C'est une pratique extrêmement, extrêmement poussée. Je pense qu'il faut être très souple. On a fait un stage avec Pascal et ça a été un peu difficile, mais on voulait le tester. Donc, pour nous, c'était pas pertinent de l'utiliser dans la méthode de running yoga. J'ai testé le yin yoga. Alors, le yin yoga, c'est quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'on pratique avec Pascal qui s'appelle le yoga de l'énergie, qui est très peu connu, qui est notre baseline, notre guideline pour la méthode des running yogis, parce que c'est un yoga extrêmement intériorisé, où on va essentiellement travailler le souffle, mais avec la posture. Comme disait Pascal, la posture, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un yoga mou, au contraire. Mais on va être fermement établi dans la posture et on va y respirer. C'est pour ça que je dis que ça se rapproche un peu du yin yoga que les gens connaissent. Il y a la Kundalini yoga que je connais pas particulièrement, mais toi, Oji, je pense que tu connais. Oui, j'en avais fait à l'époque un petit peu, oui. Voilà. Il y a le Shivananda yoga, j'en ai pas mal fait en Inde, c'est des séries de postures, des protocoles. Et il y a ce yoga sur lequel on s'appuie aussi beaucoup, le yoga de BKS Iyengar, qui est, pour Pascal et moi, la Bible, parce que nous, on est très, très exigeants vis-à-vis de la construction de la posture. Donc, un pied, si c'est un petit peu rentré, un peu sorti, c'est important. Ça va modifier toute la position et donc l'objectif. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sauf si Pascal, tu penses qu'il faut parler d'autres yogas. Le yoga dans l'eau est extrêmement intéressant aussi, hein, le yoga aquatique. Non, je pense que c'est bien. Le yoga de l'énergie, effectivement, c'est une adaptation d'un yoga tibétain à nos réalités occidentaux du XXe et du XXIe siècle. Et c'est une lignée qui est typiquement franco-française. D'ailleurs, avec Bénédicte, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est à l'école de yoga de l'énergie. Donc, c'est vraiment la base, en définitive, de notre approche. Et après, on a fait une sorte de syncrétisme de toutes les autres techniques qu'on a pu utiliser. Surtout Bénédicte, notamment quand elle était en Inde, elle a pratiqué beaucoup de lignées différentes. Et en fait, on a piqué des trucs, façon de parler, on a repéré certaines postures, certains exercices qui paraissaient pertinents par rapport à ce qu'on voulait. Chez Iyengar, beaucoup. Chez Ashtanga, on a récupéré quelques-uns aussi qui permettent de travailler notamment la souplesse de la chaîne postérieure. Dans le yin aussi pour venir travailler. Voilà. Mais la base, c'est vraiment cette approche yoga de l'énergie qui est, comme le disait Bénédicte, ce travail avec les polarité, en accord avec les saisons. On va pratiquer différemment en été et en hiver. On va écouter sa physiologie, on va écouter ses biorhythmes. Et c'est pour ça qu'on prend un yoga qui est plutôt intériorisé, parce que la vie que nous menons aujourd'hui et notre activité sportive sont déjà des activités qui sont extériorisées. Donc, ils vont stimuler, on va dire, notre côté plus, notre côté positif. Au niveau, donc, physiologie, on appelle ça le système nerveux orthosympathique, celui qui nous accélère, qui nous speed. Et nos vies sont déjà très équilibrées par rapport à ça. Donc, si en plus, dans notre pratique de yoga, on prend des pratiques qui vont encore augmenter ce déséquilibre, finalement, on n'est plus trop juste avec l'humain qui est derrière tout ça. Alors que là, le yoga qu'on pratique est un yoga qui est plus intériorisé, qui permet, de rééquilibrer donc en faveur du système nerveux qu'on appelle le parasympathique, celui qui nous régénère et qui nous apaise. Et puis, au-delà de ça aussi, le fait de venir dans la lenteur et dans l'intériorité va nous permettre vraiment d'affiner nos ressentis de manière très, très fine. Et ces ressentis après, eh bien, grosso modo, c'est comme si tu avais des tableaux de bord de gestion de ta course qui étaient de plus en plus fins. Moi, quand j'ai commencé à courir, au niveau de mes tableaux de bord de gestion de course, j'avais juste une jauge d'essence, tu vois, genre, il y a de l'essence et genre, d'un seul coup, je suis dans le fossé. Voilà, je suis en panne, j'ai plus rien et j'avais rien senti venir. Binaire, c'est zéro, ouais. Exactement, c'était binaire, c'est on ou off. Et là, aujourd'hui, c'est comme si j'avais presque un tableau de bord, si tu veux, de pilote d'avion, quoi. Avec, j'arrive à ressentir plein de choses dans mon corps, voilà. Et ça, c'est vraiment le yoga qui m'a amené à ça. Ça paraît contraignant parce qu'on a tous envie de s'envoyer un petit peu. Mais parfois, il faut justement passer sur le tapis, accepter de ralentir, de revenir dans la profondeur du corps pour pouvoir aller encore plus vite et être plus efficace après dans son activité sportive.
Olivier, tu hésites pas si tu veux rajouter, poser des questions à Pascal et Ouais, Bénédicte. ouais, ouais. Moi, j'avais une question là qui me venait. Qu'est-ce que Pascal ou Bénédicte, vous pourriez répondre à quelqu'un qui vous dirait oui, mais finalement le yoga que vous proposez, c'est un assemblage de différents yogas. C'est pas entre guillemets c'est pas pur. Vous dénaturez un petit peu le yoga finalement pour atteindre un objectif, voilà, qui peut avoir du sens, hein, améliorer la course à pied. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces personnes-là? Je prends la parole du coup. Vas-y, commence. Ouais, je leur proposerai de venir essayer. Et ensuite, moi, ça me dérange pas du tout ces personnes qui parlent de pureté, de sens. Je propose avec Pascal quelque chose qui fait du sens pour moi aujourd'hui et qui, depuis 2018, fait du sens pour toutes ces personnes qui sont venues sur le tapis de yoga et qui après ont découvert des choses dans leur basket. Moi, ça me suffit. Je veux dire, c'est cadeau. Euh, alors, certes, mais ça veut dire quoi, pur? Et puis oui, c'est un yoga qui est spécifiquement adapté pour le runner trailer, mais pourquoi? Parce que moi, c'est la seule chose que je peux le plus justement partager, puisque c'est celui que je vis. Donc moi, je suis en accord avec ça. Ça me dérange pas. Et les différentes facettes de ma personnalité te répondront des choses différentes. Le côté ingénieur et le côté pragmatique en moi te dira, ouais, ok, le yoga effectivement traditionnel a été conçu par des Indiens pour des Indiens il y a 2000 ans. On n'est pas des Indiens, notre morphologie n'est pas la même, notre physiologie n'est pas la même, notre énergétique n'est pas la même, et on ne vit pas il y a 2000 ans. Donc, prendre un outil qui a été conçu par d'autres personnes, pour d'autres personnes, dans un autre temps, c'est mieux que de ne rien faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus adapté à l'occidental du 21e siècle. Le thérapeute en moi te dira, à partir du moment où la personne elle vient vers toi et qu'elle repart en allant mieux que ce qu'elle est venue, tu as fait du bénéfice et tu as fait quelque chose et tu as apporté quelque chose à cette personne. Et aujourd'hui, effectivement, on vit dans une société qui est extrêmement stéréotypée, où on cherche justement à objectiver les choses. Et nous, on est à contre-pied de tout ça et on recherche justement à mettre de la subjectivité et à remettre le sujet au centre de sa propre vie. Aujourd'hui, notamment depuis la Covid, il y a plein de gens qui viennent à nous. Ça a augmenté justement les gens qui veulent faire des reconversions professionnelles, qui veulent avoir des activités qui font du sens. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On est tous habillés pareil, on travaille tous à la même heure, on mange tous la même chose, voilà. Et on se perd un petit peu en tant qu'individu là-dedans. Donc nous, l'idée justement, c'est que le yoga, c'est un outil. Et c'est à l'outil à s'adapter à l'humain et non pas à l'humain à se plier en quatre pour rentrer dans le stéréotype qui a été conçu de l'outil. Voilà vraiment notre façon de voir les choses. Vas-y. Oui, bah merci pour merci à tous les deux pour cette belle réponse, hein, qui me satisfait tout à fait. Vous parlez. Vas-y, Bénédicte. Parce que tu as dit tout à l'heure, moi je le reconnais, en 2018, quand j'ai fait cette formation, c'était égoïste, je l'ai fait pour moi. Mais oui, c'est bien, et c'est bien d'être égoïste si vous venez faire cette formation, parce que on ne transmet bien que ce qu'on a bien vécu pour soi. Enfin, genre, ça m'appartient, mais j'en suis convaincue. C'est pour ça que c'est un petit pied de nez aussi à tous ceux qui m'ont dit un prof de yoga, un cours classique de yoga, ça va bien pour un runner. Oui, bien sûr, un prof de yoga fera toujours du bien à un runner, mais un prof de yoga qui a le running dans sa peau, comme toi, Oji, comme tous ceux qui viennent chez les running yogis parce qu'on leur demande d'avoir effectivement 3 ans de pratique et d'avoir du foncier, il sera plus pertinent, en tout cas dans cet enseignement de yoga pour le runner, qu'un enseignant de yoga classique. Parce qu'on ne transmet bien que ce qu'on vit en soi, au fond de soi, dans son cœur et dans sa tête. Voilà. Très bien. Vous parlez de boîte à outils, d'outils que vous apportez aux trailers, aux runners et aux trailers aussi. Justement, est-ce que vous pourriez lister un petit peu les outils que le yoga peut apporter à nous, trailers? Alors, on va les décomposer en 4 parties, hein, respiration, posture, énergie et mental. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces 4 parties-là qui sont vraiment les principales? Ouais, c'est un beau résumé. Puisqu'il faut bien faire des petits tableaux. C'est vrai qu'on a un beau tableau pour la formation 2022 d'ailleurs. Il y a la respiration en premier, ça c'est évident.
la prise de conscience de la respiration, on y passe des heures et des heures parce que tout le monde sait respirer, hein. Mais si je te dis, mais prends conscience de ta respiration, observe-la, c'est un travail différent. Et si on n'est pas passé par cette étape-là, de prendre conscience, c'est-à-dire d'apprivoiser, tu ne peux pas gérer ta course en te disant, là, il va falloir que je change de vitesse, que je rétrograde ou que j'accélère ou que je passe dans mon caisson supérieur ou que je revienne dans mon ventre ou voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Pascal, peut-être? Oui, par rapport à la respiration, c'est vrai que Bénédicte parle des 3 caissons. Quand on va étudier la respiration, on va vraiment s'intéresser à donc 3 niveaux, 3 étages de la respiration abdominale, la respiration thoracique et jusqu'au claviculaire. Les poumons s'accrochent aux clavicules. Donc on peut vraiment exploiter tout ça. Déjà, et ça fait le lien aussi avec ton deuxième point, la posture. Si dans la posture, on a une posture qui est un petit peu avachie, un petit peu les épaules qui se referment, ce qu'on appelle en hypersyphose, donc les personnes voûtées, comme on en voit beaucoup sur les pelotons, eh bien déjà, tu vas manquer une grande partie de ton étage thoracique que tu pourras pas récupérer. Donc déjà, le simple fait de corriger cette position, déjà, d'en prendre conscience et de la corriger, tu vas récupérer du volume respiratoire. Donc ça sert à rien d'avoir des VMA de malade si tu l'utilises qu'à 50%. Voilà. Donc déjà, rien que ça, le fait de pouvoir savoir comment j'exploite chacun de mes caissons respiratoires et de les utiliser pleinement, rien que ça, sans forcément s'entraîner plus, tu peux déjà aller être plus efficace puisque tu exploites vraiment le maximum donc de ta VM1, par exemple. Toi, Olivier, sur cet aspect respiration, ça t'a vraiment fait prendre conscience des améliorations que tu pouvais apporter à ta pratique? Ah oui. De toute façon, je pense qu'il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure et qui est super important dans cette pratique, c'est ressenti. C'est le mot ressenti. En fait, cette respiration. Alors, sur la respiration à 3 étages, par exemple, j'avais fait un peu de Kundalini et c'est vrai qu'on en parlait, donc je connaissais un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus. Et c'est un point qui est super important. Et après, on a l'impression que c'est un petit peu inné, ce que disait Bénédicte tout à l'heure. On a l'impression que c'est la respiration, c'est inné, bien sûr, mais pouvoir le maîtriser, pouvoir avoir conscience de réellement ce qui se passe, la façon dont on respire quand on est en course, c'est super important et ça devient quelque chose ensuite qui est naturel, c'est-à-dire que on a ces petits indicateurs là dont parlait Pascal qui te disent attention, là en ce moment je suis un petit peu dans le dur, comment je me tiens, ah oui, je suis un petit peu comme ça, donc allez, je me redresse un petit peu, du coup ça libère un petit peu la respiration thoracique ou claviculaire et tout de suite ça va mieux. Donc oui, c'est super important et le ressenti qu'on peut avoir une fois qu'on le maîtrise un petit peu, c'est top, quoi. L'aspect respiration, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans nos séances collectives, notamment avec Ex-Athlé. Est-ce on parle souvent, nous, de la relation qu'il y a entre le rythme de respiratoire en fonction de la fréquence de pas, par exemple, et le rythme de respiration, de expiration, inspiration. Est-ce que ça, vous y travaillez dessus ou je m'explique un petit peu mieux peut-être, c'est le lien qu'il y a entre l'intensité de l'effort et notamment les différentes zones d'intensité d'effort et la réaction que ça a au niveau du rythme respiratoire. Est-ce que vous expliquez ça ou c'est vous êtes uniquement dans le postural entre guillemets volume respiratoire, etc., ou vous allez plutôt dans quelque chose de plus précis? Alors, on rentre pas effectivement dans la corrélation directe entre donc les rythmes respiratoires et les fréquences d'intensité d'effort, puisque on n'est pas des coachs sportifs, on est des profs de yoga, donc toute cette approche-là, déjà, on n'a pas votre connaissance sur les intensités d'effort, c'est vraiment votre job de coach. Et nous, notre job de yogi, c'est d'amener les gens à affiner les ressentis pour quand vous allez leur expliquer tout ça, ils puissent vous dire ah ouais là j'étais là, là j'étais là, j'étais là. On a vraiment des approches qui sont très complémentaires. Vous allez faire vous l'entraînement qu'on appelle le programme qu'on appelle longitudinal, préparer quelqu'un pour un trail, pour un marathon sur X 10, 12 ou 15 semaines. Et nous, on va plutôt faire le travail transversal qui va faire en sorte que les gens vont améliorer la qualité de chacun des entraînements parce qu'ils vont être de plus en plus présents, de plus en plus à l'écoute, avoir un geste qui va être de plus en plus efficace. Voilà. Donc, pour revenir plus précisément à ta question, on ne fait pas ce lien direct, mais en revanche, on travaille sur la respiration. Alors, unique, déjà, oui, au niveau postural pour bien prendre conscience et développer la position et surtout en avoir conscience. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est même dans la course, en fait. Ayant conscience de ma respiration, ma lecture du terrain et la manière dont je vais gérer ma course, je vais anticiper avec ma respiration. Je prends un exemple. Tu conduis ta bagnole.
tu es à 90 à l'heure sur une route comme ça, tu es en cinquième à 90, et puis il y a une côte qui arrive. Est-ce que tu attends d'être au milieu de la côte pour rétrograder et accélérer? Ou est-ce que tu rétrogrades avant d'attaquer la côte et tu accélères un petit peu si tu veux maintenir ta vitesse? Ah, c'est une vraie question? C'est une vraie question. Oui, d'accord. Je peux répondre. J'anticipe et je rétrograde, bien évidemment. Formidable. Alors pourquoi est-ce que quand on court, on le fait pas? Quand on court, en général, on court et puis on arrive dans la côte et on garde la vitesse ou éventuellement on modifie un petit peu la foulée, mais le souffle ensuite il vient s'adapter à l'effort. On s'essouffle un petit peu parce que ça monte, on est bien d'accord. La majorité des gens courent comme ça. Or, qu'est-ce qui fait notre carburant? C'est l'oxygène. Donc si je vois la côte arriver, qu'est-ce que je fais? Je vais ventiler avant d'être dans la côte. C'est-à-dire que quand je ventile, ce que je fais, c'est que j'appuie sur l'accélérateur et j'amène du carburant dans mes cellules. Je ne parle pas d'hyperventiler, je parle de ventiler, d'oxygéner plus, d'augmenter un petit peu mon volume d'oxygène qui rentre dans mes cellules pour que lorsque j'arrive à la côte, mes muscles soient suffisamment irrigués pour pouvoir maintenir la vitesse constante. Ça paraît simple, tu vois? Et quand on en parle, ah mais oui, c'est vrai, mais pourtant, combien de gens le font spontanément? Et c'est ça, effectivement, ces notions de inné. On sait respirer depuis qu'on est né, on sait courir depuis qu'on sait marcher. Oui, c'est inné, mais il y a une technicité à ça. Et le fait d'en prendre conscience, ça va complètement retourner la situation et on va pouvoir être beaucoup plus efficace par rapport à ça. Bénédicte, sur l'aspect respiration, je te laisse rajouter quelque chose, si besoin. Je me permets de rajouter, oui, à la phrase finale de Pascal, parce que ça, je le dis aussi à nos promos, c'est que, en fait, nous, on va peut-être pas apprendre, on va peut-être pas transmettre grand-chose, parce que il y a beaucoup de choses que les gens savent inconsciemment. Ils font des trucs inconsciemment. Je revois des réflexions d'Alizé ou des... Ah, mais oui, d'accord. Mais nous, on les aide parce que ce yoga vient affiner le ressenti dont tu parlais, Oji. Nous, on les aide à conscientiser ce qu'ils savent inconsciemment et ce qu'ils font inconsciemment. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux si tu ajoutes à un mouvement que tu fais à 50% parce que tu le fais, si tu ajoutes la moitié restante avec la conscience du geste, eh bien, tu vas optimiser ton geste. C'est aussi un des objectifs de cette formation, c'est de montrer le chemin aux gens pour qu'ils soient de plus en plus conscients. On va passer un petit peu au sujet postural, lié au trail plus particulièrement. Qu'est-ce que le yoga peut nous apporter sur cet aspect-là? Alors, on s'est attaché, nous, comme disait Pascal, et parce que j'ai eu la chance de pratiquer pas mal de yoga, à enseigner, parce que notre formation professionnelle ne dure que 100 heures. Donc, on a une boîte à outils avec 22 postures. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas trop par rapport aux tonnes de postures qu'il existe en yoga. Ces 22 postures, on les utilise tant en préparation qu'en récupération, parce que nous, notre mantra, c'est ta posture, tu vas la vivre, la construire en fonction d'un objectif. Si ton objectif, c'est de vivre Adho Mukha Svanasana, là, le chien tête en bas que tout le monde connaît, si tu vis ce chien tête en bas avant de partir, avant de courir, eh ben, tu vas le vivre d'une certaine façon. Et si tu reprends ta posture après un trail, eh ben, tu vas y rentrer et vivre la posture différemment. Voilà, ça c'est une chose. Au niveau de la posture, Pascal, Ouais, donc vraiment cette intention avec laquelle on va pratiquer la posture, ça c'est ce que disait Bénédicte tout à l'heure, c'est faire un geste et quelle conscience on met dedans et quelle intention on met pour pratiquer la posture. Et donc les postures qu'on utilise vont permettre d'améliorer le schéma corporel en définitive du coureur. Et du coup, eh ben, dans un trail par exemple, tes côtes, tu vas les gérer différemment. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience que si tu te penches en avant, c'est la gravité qui va t'aider à avancer. Il s'agit de se pencher en avant, pas de s'arrondir en avant. Donc ça, c'est une posture vraiment typique de yoga qu'on appelle la pince avant ou la flexion avant, où on va vraiment sentir ce pincement depuis le bassin, où le tronc descend vers l'avant, si tu veux, mais le dos reste droit pour garder justement ce volume thoracique et cette respiration. Donc déjà, ça, le fait de se pencher en avant et de laisser la gravité t'aider. Donc tu n'as plus à te propulser pour avancer, et ça, en montée, c'est comme si tu prenais l'ascenseur. Hein. Deuxièmement, des postures donc de mouvement d'épaule, assouplir un petit peu la ceinture scapulaire pour utiliser le mouvement des bras. Quand je cours,
particulièrement quand je grimpe. Dans les descentes, c'est pareil. Comment je vais utiliser mes bras pour m'équilibrer, les équilibres, tous les travaux de renforcement des pieds ou d'assouplissement donc des chevilles pour la descente en trail, la conscience, par exemple, des virages. Quand je suis en descente, j'ai découvert en fait la première fois que j'ai fait le Canigou, donc en 96, que je suis équipé d'un mode descente. Voilà. J'ai découvert ça comme ça dans la descente. J'ai pris, mais alors je suis descendu, mais comme une balle, quoi. J'en revenais pas et je me suis régalé. Donc voilà, il y a plein de trucs que je fais inconsciemment aussi, en prenant conscience, notamment la gestion des virages. Prendre appui sur le pied extérieur, tourner avec le genou intérieur, depuis le bassin, voilà. On va avoir plein d'exercices comme ça qui vont permettre de bien habiter son corps et d'être très conscient de ce que je suis en train de faire, d'avoir une meilleure lecture du terrain, de pouvoir anticiper les montées, de savoir où j'en suis dans mon souffle. Voilà, c'est pas juste une posture où on se dit, bah, tiens, tu vois, j'étire un ischio-jambier, donc forcément, je vais être plus souple. Ça va au-delà de ça. Olivier. Alors, moi je trouve, voilà, ça c'est, je trouve que cette réponse était top. Pourquoi ? Parce que tu as posé la question, Nico, sur les postures. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Pascal et Bénédicte répondent, ah bah les postures, ça va permettre d'assouplir les gens. Ils ont pas prononcé ce mot-là, même si effectivement il y a cette notion-là qui va rentrer en ligne de compte, hein, ça peut servir, mais à aucun moment ils ont prononcé ça. Parce que le plus important, effectivement, là, c'est plutôt ça aide les gens à avoir conscience de leur corps dans l'espace en mouvement. Ouais. Même si les postures, on n'est pas forcément très en mouvement par rapport à la course à pied en tout cas quand on fait une posture, mais ça va aider. Et une des particularités de l'approche qui est proposée, c'est et Pascal je crois l'a dit au début, c'est qu'on va faire contrairement à d'autres yogas, on va corriger les personnes, les personnes qui en font avec nous, on va les corriger pour essayer de leur faire prendre conscience de la posture, comment ils sont. S'ils sont pas exactement comme il faut, on leur explique de manière à ce qu'ils arrivent petit à petit à atteindre la bonne posture, parce que la bonne posture, c'est la bonne position, et donc il faut qu'ils aient cette représentation de leur corps dans l'espace avec la bonne position. Donc ça, c'est une particularité aussi du running yoga intéressante. Quel lien on peut faire entre la posture, notamment dans le cadre de la pratique du yoga, et l'efficacité de foulée ou l'efficacité de la dépense, enfin de la réduction de la dépense énergétique lors de la foulée? Je prends, Béné? Ouais, ça c'est pour toi. Dès qu'on parle d'énergie, allez. Il y a plusieurs choses. La première des choses, pour rebondir justement sur ce que disait Oji, oui, la précision avec laquelle on va construire la posture est primordiale. Parce que, je reprends les propos de Bénédicte tout à l'heure, quand on a construit une posture, on va vivre cette posture. On va pas rester ou tenir la posture. On va vraiment chercher à habiter cet espace de la posture et non pas rentrer en résistance comme dans une planche où je tiens 30 secondes ou autre. On a la planche aussi en yoga. Sauf qu'on se dit pas, je tiens 30 secondes ou 45 ou je fais un challenge. J'essaie vraiment de trouver mon relâchement dans cette position-là pour la vivre et non plus la subir ou résister ou rentrer là. Et déjà, l'état d'esprit est complètement différent. Donc, le fait de faire ça très régulièrement, t'apprends, quand tu es dans le dur en train de courir, eh bien, non pas à résister et à tenir avec ton mental, mais à trouver les chemins, grâce au souffle, qui vont te permettre de vivre cette phase où tu es dans le dur, par exemple, à 3/4 d'une course, ou quand tu as un passage à vide, ou quand tu prends un mur. Voilà. Ne plus le subir, mais de dire, dans le yoga, je me suis entraîné, en fait, à cette ambiance intérieure qui m'aide à, grâce au souffle, à passer à travers l'orage, on va dire. On est plus sur l'aspect mental, du coup, de la pratique, là. Oui et non. Oui, c'est le mental, effectivement, mais comment justement ne pas passer en force avec le mental, parfois au détriment du corps, mais utiliser justement les ressources du corps humain et le souffle, particulièrement le souffle, pour nous permettre justement de dissoudre un petit peu les tensions ou de les délimiter, les limiter, en tout cas les diminuer, qui vont permettre de justement de ne pas passer au mental, mais de passer en fait avec le corps en étant beaucoup plus, on va dire, bienveillant avec son corps, c'est-à-dire que tu vas beaucoup moins risquer de te blesser par rapport à ça. Voilà. Et après, les postures vont aussi nous permettre justement de nous renforcer et de protéger le corps. On va renforcer les articulations, on va s'assouplir un petit peu aussi. Forcément, il en faut. Il faut s'assouplir un peu parce que une structure qui est souple, comme son nom l'indique, elle est moins rigide et donc elle est moins cassante. Oui, et puis si je peux me permettre, notre corps, c'est une éponge et il imprime tout.
on pense oublier, mais le corps, il n'oublie jamais. Donc, si je peux venir affiner la très belle définition que tu as donnée tout à l'heure, Oji, quand tu t'occupes de quelqu'un qui fait du running yoga, plus que corriger, je pense que tu viens ajuster, avec toute cette bienveillance qu'ont les enseignants de running yoga. Et comme on le disait tout à l'heure, tu viens ajuster pour que le yoga s'adapte à la personne et qu'il vienne vivre ses ressentis et qu'il vienne tâter, toucher ses limites dans la posture. Et c'est quoi l'objectif? C'est pour qu'en trail, après, il ait ces mêmes codages, on va dire, que le corps a imprimé sur le tapis de yoga et qu'il fasse pareil dans sa course. Parce que, voilà, il vient réadapter. Très bien. Vas-y, Olivier. Oui, pour compléter ce qu'a dit Pascal, et par rapport à ta question sur l'économie de course, je crois qu'il y a aussi la partie relâchement. Alors donc qui se travaille en running yoga, hein, mais la partie relâchement dans l'effort qui a un effet direct sur l'économie de course. Je crois que Pascal l'a mentionné un petit peu au début de son intervention. Si quand tu cours, tu ne contractes finalement que les muscles qui sont utiles à ta foulée et que tout le reste, tu arrives à bien le décontracter, tu vas dépenser moins d'énergie. Donc c'est exactement ça la définition d'économie de course. Hein, pour une foulée donnée, tu vas dépenser moins d'énergie. Donc ça aussi c'est un des bénéfices du running yoga, ça t'apprend aussi à te relâcher suffisamment dans l'effort pour être plus efficace. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la posture avant de passer au prochain sujet? J'aurais tellement de choses à dire, donc arrêtons-nous là. On est bien d'accord. Allez, on passe au... Vas-y, Bénédicte. Tu poses la question, tu vois, je courais ce matin là près de chez mes parents, j'ai refait l'exercice de la trottinette, tu t'en souviens, Oji? Je sais pas comment vous l'appelez, vous les coachs sportifs. C'est en fait quand tu appuies sur ton avant-pied et que tu étires bien ton creux poplité et du coup en montée, ça peut nous servir. Donc nous on a un exercice qui s'appelle la trottinette. J'ai encore ressenti des choses différentes ce matin alors que ça fait des années que je le pratique et donc c'est infini. Ok, on va passer sur l'aspect énergie. Qu'est-ce que peut apporter le yoga dans la pratique du trail sur cet aspect-là? Énergie, c'est Pascal. Je compléterai. Allez, ça va. Plein de choses. Effectivement, Oji a déjà mis le doigt dessus en disant l'économie de course. En définitive, oui, s'il y a une chose à retenir en première intention, après, il y a plein de choses. On a une méthode qui a des tiroirs qui s'ouvrent presque à l'infini. Mais au niveau énergétique, c'est vraiment ça. Réduire la dépense énergétique au maximum, utiliser juste l'énergie nécessaire pour faire ce que tu as à faire. Moi, quand je fais des confs ou quand les gens que je rencontre pour la première fois, j'explique un petit peu ce qu'on propose, je leur dis qu'en fait, moi, je suis un gros paresseux, quoi. Et que c'est pour ça que je fais des sports d'endurance. Alors, ça fait marrer tout le monde. Et tu dis, tu as fait des triathlons longue distance, tu cours des marathons, des ultras et tout, et tu dis que t'es paresseux, donc les gens, ça les fait marrer. Sauf qu'après, quand tu dis, oui, mais quel est le but de ce truc-là? Effectivement, une course d'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller le plus loin possible, le plus vite possible, en dépensant le moins d'énergie possible. Si ça, c'est pas un truc de paresseux, je vois pas ce que c'est un truc de paresseux, alors. C'est pas faux. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est ça, c'est comment me mettre juste à la dépense énergétique pour avoir l'intensité que je veux. C'est ce que disait Oji tout à l'heure. L'exemple que je prends pour que ça parle aux gens la plupart du temps, c'est quand tu tiens ta fourchette et ton couteau, tu ne mobilises pas toute la puissance disponible dans ton poignet, dans tes doigts et ton avant-bras pour couper et piquer. Tu prends juste dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire, ou ton stylo. On n'est pas tous crispés quand on est gamin, oui, on apprend, mais après, on met juste de l'énergie, l'effort nécessaire pour faire le geste qu'on a à faire. Une des aspects donc, de running yoga, c'est ça, que chacun arrive à identifier l'énergie minimale, en fait, juste dont il a besoin pour mettre en place le mouvement et que le reste, ça reste tranquille pour avoir justement du stock et cette énergie après la réutiliser comme tu veux, quoi. Bénédicte, je te laisse... c'est juste que ce qui parle peut-être plus aux gens, c'est le volant. Effectivement, on n'est pas comme ça sur son volant crispé en voiture. On le tient à peine, le volant. Et pourtant, la voiture, même si on est à 130 sur l'autoroute, comme moi hier, voilà. Donc, effectivement. Et puis, dans mon cas, parce que après 50 ans, tu cherches à t'économiser. C'est exactement ça. J'ai envie que la course, ce soit toujours un plaisir. J'ai envie que faire du sport, ce soit toujours un plaisir. Donc, ce relâchement dans l'effort, c'est pour moi grâce au yoga. Il y a d'autres techniques, mais moi, c'est celle que je connais.
Oui, voilà, attention, la notion d'effort n'est pas exclue de notre approche. On ne cherche pas juste à se mettre vraiment au ralenti et on ne court pas en charentaise, quoi. Ça va aussi chez des performeurs, ça va chez des athlètes de haut niveau, on a des gens de l'équipe de France, voilà. C'est juste le relâchement dans l'effort pour avoir cette économie d'énergie que tu pourras réinvestir comme tu veux, quitte à aller plus vite si tu veux aller plus vite, quoi. Voilà. Sur cet aspect, Olivier, toi, tu as pu mettre en pratique les bienfaits du yoga sur l'énergie? Ah bah tout le temps. Tout le temps. Non, mais ouais, c'est vraiment un des axes super importants de la pratique, c'est que tu arrives ensuite à gérer tout ça, et ça apporte énormément. Alors sur la partie et en fait c'est un tout, hein, qui te permet d'atteindre cet objectif, hein. C'est pas voilà, c'est au travers des asanas, des postures, au travers de la respiration, et tout ça t'amène à être beaucoup plus efficace, et puis même c'est un plaisir personnel, quoi. T'es plus en contrôle quelque part, t'es plus en contrôle de toi, tout simplement. Très bien. Allez, on va passer à la dernière partie. J'ai essayé de classer ça sur quatre points principaux, mais bien évidemment, comme le disait Pascal, il y a des tiroirs à rallonge dans chaque point, mais on va parler plutôt de l'aspect mental. Comment vous aidez les trailers ou les runners à se sentir mieux au niveau mental dans le cadre de votre formation? Alors, comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est un peu chacun son métier. C'est vrai que nous, on n'est pas des préparateurs mentaux, hein, mais on a la chance avec Roger Clair d'avoir des techniques effectivement qui apaisent le mental, mais c'est toujours pareil, c'est basé sur la respiration. Donc nous, on passe par cet outil respiration que tout le monde a. On va changer les rythmes, on va proposer des circuits, des visualisations, et ça va effectivement, on le voit tout de suite, hein, apaiser le mental. C'est plutôt par ce biais-là. Pascal ? Donc il y a ce côté effectivement apaisement du mental pour la vie quotidienne, et par rapport à l'activité sportive, et bien toujours pareil, le fait donc on va vraiment voir une séance de running comme un 4e ou un 5e entraînement hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est une séance pendant laquelle ce que tu vas faire, tu vas pouvoir le réutiliser dans ta course à pied. L'idée, c'est qu'on a des exercices qui vont servir à trouver le relâchement, des exercices qui vont servir à se renforcer un petit peu, et dans ces exercices de renforcement ou des postures parfois inconfortables, on va choisir donc d'y rester un certain temps, en essayant de trouver le chemin intérieur pour réussir à mettre en place ce relâchement dont parlait Oji, pour pouvoir rester encore un peu plus longtemps dans cette posture, dans cet exercice. Et en fait, le fait de faire ça, ça entraîne ton corps en fait à l'habituer à une sorte d'ambiance intérieure où tu es à peu près au calme, où tu n'es plus dans la souffrance, tu es juste dans l'inconfort. Et voire dans l'inconfort un peu plus confortable parfois. Donc je pense que vous avez des thèmes aussi par rapport à ça en matière de coaching, hein, le fluide de résistance, je ne sais plus exactement, mais voilà, chacun des trucs comme ça. Et l'idée, grâce au yoga, c'est ça, c'est de réussir à rentrer un petit peu dans ces perceptions intérieures qui vont ensuite te permettre, quand tu vas courir, de retourner vers cette ambiance intérieure de juste inconfortable et plus en souffrance. Et donc, du coup, eh bien, tu développes aussi ton endurance mentale, en fait, en travaillant comme ça. L'endurance physique que tu vas développer en vivant tes postures, tu vas pouvoir l'extrapoler ensuite à l'effort. Oui, après, on a quand même cette technique qu'on a nommée la RECV en utilisant les bandhas, hein, qui sont des techniques de yoga très très anciennes de fermeture. Donc là, pour retrouver cette rectitude dont on parlait tout à l'heure et qui est intéressante en trail, notamment dans les montées, on va apprendre la respiration Ujjayi que les ashtangis connaissent bien. Et puis après, les rythmes respiratoires, bon, ça pourrait être un peu plus technique, on va dire, sur Ouais, et tous ces petits outils, attends, je termine. Tous ces petits outils, effectivement, dont a parlé Bénédicte, ou les rythmes respiratoires, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous permettre de nous recentrer en fait pendant la course. Alors déjà sur une ligne de départ, quand tu as un speaker qui est là justement et qui fait monter la pression et qui met des watts et tout le monde est presque, t'es un petit peu à l'extérieur de toi et tu pars souvent trop vite, t'es pas trop à l'écoute de ton rythme, etc. Donc là, rien que ça, réussir à revenir un peu dans sa bulle sur une ligne de départ pour retrouver son rythme et bien rester soi par rapport à ce qu'on a prévu. Et même après en course, quand tu as un passage à vide ou quand tu sens que tu es un petit peu hop, très rapidement, avec 2-3 exercices respiratoires, revenir à l'intérieur de toi pour justement où j'en suis, pour être plus à l'écoute et savoir comment tu vas gérer ta course. Voilà. J'ai terminé. Merci, Oji.
Oui, oui. Non, c'était juste pour ajouter aussi que il y a également de la méditation qui rentre en ligne de compte, voilà, et qui fait partie aussi de votre approche et qui est intéressante pour cette gestion du mental. Ok. Oui. Et Vas-y, là, Pascal. effectivement, les études et les articles sur les bénéfices de la méditation sur le mental, la gestion du mental, l'endurance, la gestion des émotions, etc. Il y en a une pléthore, donc on n'y reviendra pas. Non, mais et c'est vrai que c'est pas en première intention parce qu'on veut pas non plus faire fuir et la méditation, voilà, c'est une fois qu'on a un petit peu apprivoisé nos. Très bien. Bon, vous avez compris, hein, il y a énormément de contenu dans cette boîte à outils de la méthode Running Yogi. On a essayé voilà, j'ai essayé de construire un peu l'épisode pour essayer de faire un petit survol de ce que vous proposez. J'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que c'est assez conséquent comme méthode. Et là, tu parlais tout à l'heure, Pascal, des termes qu'on utilise dans le confort et l'inconfort. Et là, je pense à Thomas et Olivier qui utilisent souvent le terme confortablement difficile. Et celui-là, c'est un terme qu'on utilise quand on est en endurance active principalement, et je pense qu'il est assez bien trouvé. Ça m'a fait penser à ça tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ben, nous, c'est pareil. On va utiliser l'inconfort. Donc, quand on rentre dans une posture, si tu veux, dans laquelle on va travailler la souplesse, par exemple, ou la résistance, on va à la limite de la posture, c'est-à-dire le seuil de la douleur. Quand tu commences à flirter avec le seuil de la douleur, tu reviens un petit peu en deçà et tu sors donc de la souffrance et tu rentres dans l'inconfort. Et à partir de là, tu vas avoir l'inconfort inconfortable, l'inconfort moyennement confortable, l'inconfort confortable. Et puis après, ben, il y a plus d'inconfort et là, tu ne travailles pas, quoi. Mais ouais, c'est les mêmes choses. C'est ce que je disais tout à l'heure avec quand on parle à Eric Clavry ou à Oji, cette gestion de la limite, en fait. Voilà, peu importe où elle est, on peut parler de ça parce que effectivement, c'est une expérience qui vient de l'intérieur. Ouais. J'en profite pour saluer Eric Clavry et Nathalie Mauclair que j'ai reçus dans le podcast. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Bénédicte et Pascal, là, pour, on va dire, l'année à venir? Bah écoute, qu'on ait des personnes intéressées et qu'elles s'inscrivent à notre formation. On a un très beau centre en Aquitaine et puis à Paris et à Lyon pour ceux qui sont un peu plus urbains. Voilà. Et puis on est 3 formateurs pour 16 personnes. C'est quelque chose de voilà, je vais faire ma maman poule, ça devient un peu, c'est quelque chose de très sympa. Voilà, une aventure. Où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations? Alors, ben, il y a notre site running-yogi.com. C'est vrai que là, on a quand même beaucoup parlé de la formation qui est donc le cœur de notre activité à Bénédicte et moi, mais au-delà de la formation, une fois que les gens sont formés, ben, comme Olive, ben, comme Aurélie et Guillaume que tu citais donc en début de podcast, qui auront terminé la formation au mois de juin. Ensuite, tous ces gens donnent des cours, donc il n'y a pas forcément besoin de venir à la formation. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de transmettre derrière. Mais pour tous les autres, vous pouvez simplement aller voir donc sur notre site runningyogi.com. Il y a la carte donc de tous les ambassadeurs. On appelle donc les personnes formées des ambassadeurs parce qu'ils ont un côté représentation, mais aussi un côté diplomate. Ils font passer un message, donc ce message du yoga pour le runner. Et donc on trouve la carte donc de tous les ambassadeurs en France avec leurs coordonnées. Et ben, comme Olive, ils peuvent donc aller suivre des cours de running yoga près de chez eux régulièrement. Je sais pas, combien t'en donnes par semaine des cours, Olive? Bah, en fait, en ce moment, j'en donne pas directement. Enfin, pas directement, je dis ça pas directement parce qu'on en donne au club, en fait. Ouais. Voilà. Mais par contre, ça fait partie c'est tout frais là. Ça fait partie des choses qu'on va développer avec l'équipe là autour des clubs. Voilà, ça. Ouais, Thomas m'en a parlé, ouais. Ouais. Mais là, ça se précise. Super. Juste rajouter qu'on en a 2 en Espagne quand même et une en Belgique. Donc c'est européen, Running Yogi. et en Suisse, et on est en train de former un Québécois qui habite en Allemagne. Donc voilà. Exact. C'est worldwide. Exactement. Et combien de personnes ont été formées à ce jour? Alors plus de 100. J'ai pas le chiffre en tête exactement, mais depuis 2018, ouais, il y en a plus de, je dirais presque 125 ou 130 ont été formés. Aujourd'hui, dans le réseau actuellement, vous êtes à peu près une centaine. Voilà. Et 78 actifs. On n'a pas entendu Bénédicte, pardon. Et je disais 78 actifs. Donc sur la carte du site Running Yoga, ouais. Voilà, avec tous les nouveaux donc, qui sont en train de se former cette année, ça en fait 40 de plus. Voilà. Exact. D'accord. Voilà. Et puis on trouve tout ça aussi dans notre bouquin, Yoga pour Runner. Parce qu'on a écrit un bouquin.
Eh oui. C'est sorti en 2017 aussi. C'est vraiment quand le bouquin est sorti que ça nous a propulsé sur le devant de la scène et que les gens ont commencé à venir à nous en nous disant ouais, ce que vous faites c'est génial et moi j'aimerais que vous me l'appreniez pour que moi je puisse le transmettre aussi. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à penser formation, alors qu'avant on se déplaçait beaucoup avec Bénédicte et on faisait des ateliers, comme l'a dit Oji, à Paris, mais à Bruxelles, on est allé à Genève, on est allé à Lyon, on est allé à Bordeaux, on est allé où? On est allé dans beaucoup d'endroits. Et voilà. Et quand le bouquin est sorti, ça nous a donné une grosse visibilité. Et c'est là où on a commencé à changer le fusil d'épaule en se disant on peut pas tout faire, on peut pas être partout, donc on va s'appuyer maintenant sur des gens qui font le job très bien. Voilà. Exactement, ils le font très bien. Vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà. Super, c'est parfait. Pascal et Bénédicte, je vous remercie, et Olivier aussi. Merci pour ta contribution à l'épisode. Je dis que cet épisode n'a pas été fait dans le cadre d'un partenariat rémunéré. C'est un tout bien tout honneur, en amitié. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis en tout cas, merci pour votre partage. On vous souhaite tout le meilleur. Si vous voulez bien, on va continuer 5 petites minutes la conversation pour les Patreons qui me soutiennent, parce que je leur réserve un petit passage privé, rien qu'à eux. Allez. Et puis, en tout cas, merci beaucoup, Bénédicte, Pascal et Olivier. Mais merci à toi. Merci Nico. Pascal. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Bénédicte, Pascal et d'Olivier, que je remercie tous les trois pour le temps qu'ils m'ont et qu'ils nous ont accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Petite annonce, j'ai validé enfin les examens que j'ai passés dans le cadre de mon BPGEPS, donc je suis officiellement éducateur sportif dans l'attente de ma carte professionnelle et donc je souhaitais vous partager cette information en conclusion. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, mais si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. C'est mes chouchous. Ça m'étonne pas. Il n'y a pas de chouchou. Moi j'en ai. Il faut avouer que parfois on a des chouchous, ça arrive, on a le droit. Ouais. Non mais attends, c'était le seul garçon, il a eu du mérite. La fois prochaine, il y en aura un deuxième, donc...